Et bienvenue si vous nous rejoignez cette semaine à l'occasion de la journée mondiale des pauvres qui aura lieu demain. Nous allons mettre en lumière ceux qui se battent au quotidien pour aider les plus démunis. Alors, quelles sont les initiatives mises en place à travers le monde pour lutter contre cette précarité croissante? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, eh bien, toute la séquence qui suit a été enregistré évidemment. Et pour nous accompagner ce matin, eh bien voici nos interlocuteurs du jour. Chloé Duval qui nous attend au Royaume-Uni, Arnaud Miguet que nous rejoindrons lui en Chine, Nicolas Bertrand, notre correspondant au Sénégal, et enfin Fanny Lothaire que nous retrouverons au Brésil. Alors, pour la toute première escale, nous partons au Royaume-Uni à la rencontre de Marcus Rashford. C'est un footballeur que vous connaissez peut-être, un footballeur au grand cœur. Bonjour Chloé. Ce jeune homme se bat sans relâche contre la précarité alimentaire qui touche effectivement de nombreuses familles dans le pays. Un petit portrait s'impose quand même. Bonjour, oui, Marcus Rashford, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un attaquant de Manchester United. Il a 23 ans et il est promis un bel avenir. Mais cette année, on a surtout entendu parler de lui pour son engagement en faveur des jeunes dans le besoin. Vous savez, ici au Royaume-Uni, la cantine est gratuite pour les élèves les plus défavorisés. Mais avec le confinement, les écoles ont dû fermer. Alors le gouvernement a distribué des bons alimentaires aux familles pour compenser, mais pas pendant les vacances scolaires. Une situation difficile pour beaucoup de parents, avec seulement 1 ou 2 repas par jour pour leurs enfants. C'est là que Marcus Rashford est intervenu pour leur venir en aide. Je vous propose de regarder ce reportage de Charine Malini et Blanche Guinard. Sur les terrains de foot, Marcus Rashford est l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Marcus Rashford! Oh my goodness! Désormais, c'est aussi sur le terrain politique qu'il est applaudi. Son combat débute à la fin du confinement en juin. Il réclame que les écoliers défavorisés continuent à bénéficier de bons alimentaires, même pendant les vacances d'été. Le gouvernement voulait les supprimer mais finit par céder face à la pression de Marcus Rashford. Le sujet résonne avec sa jeunesse, dans un quartier pauvre de la banlieue de Manchester. Lorsque ma mère vivait la même situation, si quelqu'un avait fait ou dit quelque chose, peut-être que notre vie aurait été différente. Donc aujourd'hui, elle est heureuse qu'on parle de ce problème et que des gens comme moi viennent en aide aux autres. La précarité alimentaire au Royaume-Uni est aujourd'hui un fléau. 1 700 000 enfants n'ont pas assez à manger. Les banques alimentaires sont dépassées. Thé ou café? Du thé, s'il vous plaît. La crise du Covid-19 a aggravé la situation des familles. J'essaye toujours de garder de la nourriture pour mes enfants. Donc pour moi, certains soirs, c'est juste quelques biscuits et du thé. Et je leur laisse les fruits et les légumes. Pour Marcus Rashford, la victoire de juin n'est qu'un début. Il se lance dans une campagne d'ampleur nationale. Pousser le gouvernement à étendre encore les bons alimentaires pendant toutes les vacances scolaires, été comme hiver jusqu'en 2021. Mais fin octobre, les députés de la majorité rejettent le projet. Le non l'emporte, le non l'emporte. Le footballeur est indigné. Ils sont tellement insensibles. Ils n'ont sûrement jamais été dans cette situation eux-mêmes. Moi, je continuerai jusqu'à ce qu'on voit des changements. Malgré cet échec, Marcus Rashford ne relâche pas la pression et sa détermination finit par payer. Dans son sillage, un vaste mouvement se forme dans tout le pays. Restaurants, pubs, municipalités, clubs de sport proposent eux-mêmes des paniers repas. C'est le cas de ces 2 sœurs au fourneau d'un pub au sud de Londres. Ce midi, 15 enfants vont bénéficier gratuitement de leur déjeuner. Je fais une tourte au poulet. Je vais d'abord cuire les légumes. C'est pour que les enfants aient aussi un peu de vitamines. L'engagement de Marcus Rashford les a touchés. Beaucoup de parents. Tout le monde en réalité devrait le remercier pour ce qu'il fait et parce qu'il ne les laisse pas tomber. La majorité des paniers est livrée à domicile et les sœurs assurent le porte-à-porte. Bonjour, on vient livrer un déjeuner pour vous. Un repas parmi des milliers d'autres dans ce mouvement d'ampleur initié par Marcus Rashford. Le joueur a conquis le cœur de tout le pays. Il a même été décoré par la reine pour son action.
Ouais, on peut le comprendre parce qu'on vient de le voir, hein, Chloé, ce jeune footballeur a quand même réussi à mobiliser des associations, des commerces. Est-ce qu'il a réussi à faire bouger le gouvernement ? Oui, cela fonctionne. Le Premier ministre Boris Johnson a cédé. Il vient de débloquer l'équivalent de 188 millions d'euros pour offrir des bons alimentaires aux familles lors des prochaines vacances scolaires. Et le dispositif va s'étendre jusqu'à Noël 2021. Vous savez, c'est aussi une question d'image pour le gouvernement. En octobre, il avait d'abord refusé d'étendre cette aide aux vacances. Levée de bouclier, certains avaient même qualifié Boris Johnson de sans cœur. C'est là que Marcus Rashford a lancé une pétition. Elle a recueilli près d'1 million de signatures et le soutien de députés conservateurs, les députés de la majorité. Le jeune homme se dit aujourd'hui très fier d'avoir réussi à faire bouger le gouvernement et promet bien de continuer son combat contre la précarité alimentaire. Oui, c'est important parce qu'on sait que la précarité alimentaire ne touche pas d'ailleurs que les familles, hein, avec la crise sanitaire, et qu'ils sont de plus en plus nombreux dans cette situation. Oui, c'est un enjeu majeur au Royaume-Uni où l'on compte plus de 8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, dont près de 2 millions d'enfants se trouver en insécurité alimentaire. Cela veut dire ne pas manger à sa faim pour des raisons financières. C'est l'un des chiffres les plus élevés d'Europe. Et la situation s'est même aggravée cette année avec le confinement qui a provoqué une perte de revenus pour beaucoup de foyers. Résultat, la fréquentation des banques alimentaires a bondi, parfois même doublé dans certaines villes du nord de l'Angleterre. D'ailleurs, une personne sur deux qui s'est rendue dans une banque alimentaire cet été y allait pour la première fois. Les associations réclament une augmentation des aides sociales pour les plus défavorisés. Le gouvernement, lui, a fait un premier pas en choisissant d'étendre le dispositif du chômage partiel jusqu'à mars prochain. Merci beaucoup. Merci Chloé. À très vite, bien sûr. Alors, pour la suite de notre périple ce matin, direction la deuxième puissance économique du monde. Bah oui, j'ai nommé la Chine, vous l'avez compris. Alors, bonjour Arnaud. Malgré sa place sur le podium, le pays se bat continuellement contre la pauvreté qui sévit sur l'ensemble du territoire. Et tous les moyens sont bons, même les nouvelles technologies se mettent au service de cette lutte ? Oui, c'est vrai. Bonjour Laurent, la Chine se bat et l'extrême pauvreté a quasiment disparu en Chine, mais il y a toujours 600 millions de personnes qui vivent avec moins de 135 € par mois. Ça n'est pas beaucoup, 600 millions de personnes, c'est presque la moitié de la population en Chine. Alors il y a des progrès indéniables. Nous sommes allés dans l'île de Hainan, dans le sud tropical de la Chine, 9 millions d'habitants. Eh bien, il y a 10 ans, 23% de la population vivait avec moins de $1 par jour. C'est le critère de l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est moins de 1%. Et ce, grâce à la formation et grâce aux nouvelles technologies. Je ne vous en dis pas plus. Regardez le sujet que nous avons préparé avec Awen Cao, c'est une première, et l'excellent Gaël Caron. Regardez, on se retrouve après. On les appelle les agriculteurs du net. Dans les campagnes chinoises, on laboure, on récolte, mais on fait aussi du direct en ligne pour vendre ses produits. Quand l'un des plus vieux métiers du monde s'allie aux nouvelles technologies. Voici Belle Deschamps, Huan Jingli, c'est son vrai nom. À 20 ans, elle est l'étoile montante d'Internet. Tous les jours, elle fait la promotion des produits de son île. Regardez, ce sont des oranges vertes de chez nous. Je vais les couper pour vous montrer. Vertes à l'extérieur, orange à l'intérieur. Elles sont pleines de goût, bien sucrées et elles sont bien juteuses. Elle aurait pu être hôtesse de l'air ou actrice, mais avec son équipe de 3 personnes, elle est devenue vlogueuse, live streameuse, en tenue traditionnelle de son ethnie, les Li. Vous voyez ce que je fais? Je cueille les oranges avec nos amis agriculteurs. Vidéo de promotion ou devant son smartphone en direct. Les consommateurs de l'autre côté de l'écran n'ont qu'à passer commande en un clic. Toutes ces plateformes comme TikTok, avec le confinement, sont devenues tendance. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer. On peut vendre jusqu'à 3000 cagettes d'un seul coup, 15 tonnes en un live. Le secteur des ventes en ligne de produits agricoles a littéralement explosé en Chine. Et tout le monde est gagnant, consommateurs et agriculteurs de cette coopérative qui emploie Huang Jingli. Elle est payée à la commission, elle gagne 2500 € par mois. Je suis très fière. Ces oranges partent à travers tout le pays. Dans cette île tropicale du sud de la Chine, la réduction de la pauvreté passe par Internet. C'est une volonté des autorités qui ici montre l'exemple. Derrière ces murs,
un centre de formation. Ici, les agriculteurs viennent se frotter aux techniques de la vente en ligne. Wang Qinghui, 27 ans, est en charge de la formation. Ici, c'est notre studio. Et quand on ouvre les rideaux, regardez. On domine les champs de litchi. Ce matin, cours théorique de 40 minutes. Une trentaine d'agriculteurs présents, prêts à dégainer un téléphone portable en bon futur streamer. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des vidéos en direct. Et si vous suivez bien tout ça, vous allez pouvoir devenir une star du net. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une première. Je commence à peine à comprendre. Moi, je compte beaucoup sur mon petit-fils. On m'a dit de venir, alors je suis venue. On peut copier sur son voisin et surtout s'exercer. Là, les gens sont en train de se connecter sur le compte. Ils peuvent nous regarder. Wu Qingre, 60 ans, n'a pas encore les bons gestes, mais une sacrée éloquence et présence pour vendre ses litchis. Ceux-là sont en plastique. Voici nos litchis. Ce sont les meilleurs. Vous devriez les goûter. Allez-y, achetez-les. Merci. Li Yisong, lui, vend du miel. Et ses ventes directes ont changé sa vie. Il est sorti de la pauvreté. Avant, quand je vendais sur les marchés, je gagnais 640 € par an. Et maintenant, avec Internet, je gagne 6 400 €. Près de 2000 agriculteurs ont ainsi été formés en 3 ans. Oui, enfin, c'est dit, j'imagine, Arnaud, que le gouvernement utilise des moyens beaucoup plus traditionnels dans son combat contre cette pauvreté. Oui, et l'éradication de la pauvreté, c'est vraiment le cheval de bataille du président Xi Jinping. Depuis 2013, vous avez à peu près 10 millions de personnes qui sortent de l'extrême pauvreté tous les ans. Alors, il y a la formation, les nouvelles technologies, on l'a vu, l'éducation, et puis le relogement pour ces populations qui vivent dans des villages enclavés qu'on reloge dans les villes. Et puis, c'est très tendance aussi, surtout en période de Covid-19 où les Chinois ne peuvent pas sortir de leur pays a priori. Il y a l'écotourisme qui se développe aussi à grande vitesse ici en Chine. Ouais, finalement, vu d'ici, Arnaud, la Chine communiste semble assez loin de ses idéaux, car les inégalités sont particulièrement présentes dans le pays. Oui, vous avez raison. Un chiffre, 1% les plus riches, et nous sommes à Pékin, qui est une ville qui compte le plus de milliardaires en Chine, mais les 1% les plus riches détiennent 48% de la richesse nationale. La pauvreté, ceci dit, c'est un effort qu'a fait la Chine, a quasiment disparu. Il n'y a pas de SDF. Tout le monde ici a un toit. Merci beaucoup Arnaud, c'était passionnant ces chiffres et ces témoignages. À bientôt. Allez, il est temps maintenant de faire une pause numérique avec Julia Livage qui va nous rejoindre. Internet, en effet, est devenu au fil du temps un outil indispensable pour sensibiliser le public à la pauvreté, mais également à aider ceux qui ont besoin d'aide. Exactement. Alors, le premier exemple, c'est cette plateforme ouverte en mois de mars par le gouvernement. Alors, vous êtes sur Internet et vous allez mettre les réseaux associatifs qui ont besoin de bénévoles en relation avec ceux qui sont à disposition pour aider. Les réseaux associatifs, ils ont fait savoir à ce moment-là qu'ils manquaient de bras et qu'ils avaient besoin de bénévoles. Et du coup, on a évidemment orienté cette demande vers les jeunes qui étaient engagés dans la réserve civique ou le service national obligatoire. Mais il faut savoir que cette plateforme, elle visait aussi tous les Français de moins de 70 ans pouvaient s'y inscrire. Et du coup, ça a généré de très, très, très nombreuses inscriptions et un immense élan de solidarité. Alors, autre exemple, la plateforme Covid-19, Tous Solidaires. L'objectif, là, ça va être de recenser les initiatives solidaires mises en place dans la capitale par les particuliers, par les associations, les entreprises pendant cette période d'épidémie. Alors, évidemment, on sait que les personnes seules sont les personnes les plus précaires en général et qu'ils subissent de plein fouet cette épidémie et cette crise sanitaire. Et donc, grâce à ce nouveau service numérique, on peut soutenir
et favoriser les tout petits réseaux de proximité, mais à grande échelle. On va mettre en relation les aidants et ceux qui ont besoin d'être aidés. Alors on va trouver par exemple, pour être plus concret, une jeune femme qui va dire qu'elle propose au héros de la lutte contre le coronavirus sa petite voiture qui s'ennuie dans son garage. Bien. On va aussi retrouver par exemple un couple qui va se déclarer disponible pour aider, faire des courses, aller en pharmacie et amener les produits achetés à ceux qui en ont besoin. Un restaurateur qui va proposer ses stocks et ses invendus aux associations pour les SDF par exemple. Alors une autre idée, évidemment on a beaucoup parlé des réseaux de solidarité sur Facebook qui aidaient les utilisateurs et les gens qui en avaient besoin en France. Sur Internet, vous allez vous retrouver dans toutes les régions de France, ceux qui ont besoin d'être aidés et les aidants. Julien, on n'oublie pas pour autant les historiques, parce qu'il existe aussi des plateformes qui ont toujours existé et qui sont d'ailleurs de plus en plus sollicitées, j'imagine. Hein. Oui, il y a une plateforme qui s'appelle Homeless Plus, qui a été extrêmement téléchargée, extrêmement sollicitée, que vous puissiez donner ou pas, en fait, sur cette application, le simple fait de se rapprocher d'un sans-abri, de le géolocaliser avec son accord, va permettre aux gens autour de lui, aux associations et aux commerçants et aux collectivités de l'aider. En fait, l'idée, ça va être de rendre visibles les points utiles, les points dont ils ont besoin, les centres d'hébergement, les douches, les vestiaires, les laveries, les points d'eau, tout ça grâce à Internet. Voilà, et puis rapidement, il ne faut pas oublier que si on souhaite aider, il y a aussi de nombreux sites que l'on peut consulter. Hein. Le site du Secours populaire, le site des Petits Frères des Pauvres, les Restos du Cœur, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs Solidarité. Il faut savoir que pendant les 2 mois de confinement, 1 270 000 personnes ont sollicité l'aide du Secours populaire, alors que sur une année entière, normalement, ils sont 3 millions. Tout est bien noté. Merci beaucoup, Julia. Allez, notre voyage se poursuit au Sénégal, cette fois-ci, où une belle initiative a été mise en place pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Bonjour, Nicolas. Il s'agit en fait d'un tout nouveau programme qui a été dispensé par une ONG, une organisation non gouvernementale, dans une ferme sénégalaise. Quel est le principe de fonctionnement exactement ? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, il s'agit d'une ferme où est organisée en ce moment une formation intensive pour environ 200 jeunes Sénégalais. Ils n'avaient plus d'argent pour continuer leurs études. Ils vivotaient d'un petit boulot à l'autre au seuil de la pauvreté. Mais dans cette formation unique en son genre, ils vont apprendre à cultiver depuis le nettoyage du champ jusqu'à la vente des produits sur les marchés. Et c'est un programme qui leur apporte énormément d'espoir pour l'avenir. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Marianne Getty et Papsec. De mémoire de professeur, voilà longtemps qu'il n'avait pas connu un groupe d'élèves aussi attentifs. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle de ménage ? C'est enlever des herbes. Ces jeunes sont en pleine formation d'agriculture, avec avant tout de la pratique. Vas-y. Attends, je termine ce que je fais. Ils ont 10 mois pour apprendre à tirer le meilleur d'une parcelle de terre. C'est un travail de précision, mais vraiment, c'est quelque chose de bon et je l'adore moi, sincèrement. Chaque jour, des exercices différents à réaliser tous ensemble. C'est bon. Vous avez mesuré 20-20. Ils me posent beaucoup de questions. C'est ce qui veut dire qu'ils s'intéressent et ils veulent savoir, et ils veulent connaître, et ils veulent apprendre. Et pour cause, c'est une occasion inespérée. La formation est gratuite et ces jeunes ont été sélectionnés parmi les familles les plus pauvres du pays. Tous ont l'espoir d'un nouveau départ. Pour bien s'en rendre compte, il faut suivre Abdoulaye Ba et Awassem dans leur quotidien. Chaque jour au lever du soleil, Awa est déjà à l'ouvrage depuis bien longtemps. Elle s'occupe chez elle de toutes les tâches ménagères depuis que sa mère est tombée malade. Le vieux n'est plus là. La maman ne peut rien faire. Et c'est pour cela que c'est moi maintenant le rôle de responsable de gérer la maison. En élevant quelques animaux et avec environ 10 € d'aide sociale par mois, elle nourrit sa mère, ses 3 frères et sœurs, et même aujourd'hui, sa grand-mère venue leur rendre visite. Après, elle va à pied très loin pour sa formation. C'est une battante. Aujourd'hui, si tu es une femme et que tu n'as pas de mari, mais que tu as un travail, c'est bien. Je sais qu'elle va nous aider tous. À quelques pas de là, dans le même quartier, le père d'Abdoulaye Ba a lui aussi de grands espoirs pour son fils de 21 ans depuis qu'il a débuté cette formation. Alors que pourtant, dans la famille, on est déjà agriculteur depuis des générations.
Les champs que nous cultivons, nous, c'est juste pour nous nourrir. Mais avec une formation sur l'agronomie, nous allons produire beaucoup plus. Il aura un meilleur avenir et grâce à lui, ses frères aussi. Cet après-midi, justement, c'est le moment pour les 2 élèves d'apprendre à récolter le fruit de leurs efforts. Au marché de la ville, ils ont pour tâche de vendre un sac de gombo planté par leurs soins. Après, tu amènes une bassine pour pouvoir peser. Les clients sont tout de suite au rendez-vous. Ça, c'est 1 kilo. À vrai dire, il n'y en aura même pas assez pour tout le monde. Mon rêve, c'est de devenir un grand commerçant ici, un grand entrepreneur agricole. Pour ça, leur formateur projette de leur offrir une parcelle à chacun avant la fin de l'année, afin qu'ils puissent se lancer et à leur tour peut-être employer d'autres jeunes dans un cercle vertueux pour sortir de la pauvreté. Merci beaucoup à toute l'équipe qui est présente au Sénégal pour ce reportage et à bientôt Nicolas, bien sûr. Allez, retour en France avec Sophie Pignal qui vient de nous rejoindre. Nous allons faire avec vous un point sur la situation dans notre pays. Pour commencer, à partir de quel niveau de revenu est-on considéré comme pauvre ? Eh bien, en France, on est considéré comme pauvre à partir du moment où on ne perçoit pas plus de 1 063 € net par mois, c'est-à-dire impôts déduits, cotisations sociales, prestations sociales intégrées. Ok, combien de personnes sont touchées par la pauvreté ? Les derniers chiffres remontent à 2018, ce sont les chiffres de l'INSEE qui établissaient à 9,3 millions le nombre de pauvres en France, c'est-à-dire que ça fait 14,8% de la population. Mais ce chiffre, on le sait, est obsolète. On parle d'1 million de nouveaux pauvres du fait du confinement. Ces nouveaux pauvres, ce sont les étudiants, ce sont les intérimaires, ce sont également les chefs d'entreprise qui ont dû fermer boutique puisqu'ils ne pouvaient pas faire face à leurs charges. Alors, on a vu, à l'appui de ce chiffre, on a vu augmenter les demandes de RSA et la fréquentation des associations et des banques alimentaires. Donc, il faut réagir. Et que fait l'État ? Eh bien, l'État a établi toute une série de dispositifs pour aider à lutter contre la pauvreté. C'est la CMU, l'accès aux soins gratuits, le RSA, les aides au logement, les prestations sociales, la prime d'activité. Et puis récemment, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises pour pouvoir aider ceux qui sont en situation délicate. Mais ça ne suffit pas. Oui, et il ne faut pas oublier non plus les associations qui font un boulot remarquable. Alors, je suis tout à fait d'accord, vous avez raison de le souligner, les associations font vraiment un travail remarquable. Et ces associations, on peut les citer, en tout cas les plus connues, c'est l'Armée du Salut, c'est les Restos du Cœur, c'est Emmaüs, c'est le Secours Populaire, c'est également les Amis de la Rue, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, pour ne citer qu'elles, il y en a bien d'autres. Ces associations, elles sont en difficulté aujourd'hui. Alors, heureusement, l'Assemblée vient de voter la dotation d'un fonds d'urgence, une dotation de 30 millions d'euros qui devrait leur permettre de souffler un peu, de toucher, lorsqu'elles ont moins de 10 salariés, entre 5 000 et 8 000 euros d'aide de l'État pour justement faire face à ces nouvelles populations qu'elles accueillent aujourd'hui. D'autres initiatives à souligner ? Alors, moi, j'ai envie de vous parler d'un réseau qui s'appelle Crésus. C'est une association qui aide ceux qui vont sombrer dans la pauvreté ou qui sont en surendettement, parce que cette association les aide à renégocier leurs dettes, voire à en effacer une partie partiellement et à rééchelonner ensuite leur paiement de façon à sortir d'une situation délicate. Alors le troc, ça existe depuis longtemps, aussi en France. Est-ce que c'est répandu dans notre pays ? Alors c'est répandu sous forme de SEL. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'échange locaux. Il y en a 450 en France de SEL. Et ça fonctionne effectivement sur le principe du troc, par exemple. Eh bien, je vais vous demander de réparer mon vélo. En échange, je vais vous offrir un gâteau au chocolat. D'accord. Il n'y a pas d'échange d'argent, mais bon, c'est sympathique. Mais c'est pas plus mal comme ça, quelquefois. Alors, si on veut agir seul, de son côté, on fait comment pour aider rapidement ? Eh bien, on télécharge une application qui s'appelle Entourage.social. Et là, vous êtes géolocalisé. Et à proximité de votre domicile, eh bien, on vous dit qui a besoin de vous. Qui a besoin, par exemple, de vêtements chauds ou alors de produits d'hygiène. Information très précieuse. Et pour cela, merci. Merci beaucoup, Sophie. Allez, pour clore notre voyage, nous partons maintenant au Brésil. On va rejoindre là-bas Fanny Leterre. Bonjour, Fanny. Alors que le pays s'enlise gravement, très gravement même, dans la crise sanitaire et économique, vous nous emmenez ce matin à la découverte d'une initiative formidable dans le plus grand laboratoire de revenus universel d'Amérique latine. Bonjour Laurent, et oui, je vous emmène à Marica, une petite ville à quelques kilomètres de Rio, sur le littoral. Et cette petite ville abrite dans son port les plus grands groupes pétroliers mondiaux qui reversent chaque année des royalties. Et fait assez original pour le noter, ces royalties, la ville les utilise, les reverse en aide sociale, en transport public gratuit, en aide alimentaire, et a créé également une monnaie sociale virtuelle qui, vous allez le voir, a été très utile en ces temps de pandémie. C'est un reportage réalisé avec Augusta Lunardi et Pierre Leduf.
Dans le centre-ville de Marika, elle s'affiche sur toutes les devantures. Payée en Mumbuka. Le Mumbuka, une monnaie virtuelle, locale, mais aussi sociale. Les titulaires de cette carte bancaire bénéficient tous d'une aide de la mairie. Une cagnotte de 50 €, précieuse au Brésil en ces temps de pandémie. Luciana est physiothérapeute indépendante. Depuis 7 mois, elle est sans travail. Alors elle reçoit de la part de la ville une indemnisation qui est aussi reversée en Mumbuka. La viande, généralement, je l'achète avec la carte Mumbuka. Tu peux faire des paiements, des achats, remettre du crédit sur ton portable, juste avec la carte. Mauro, le compagnon de Luciana, est aussi au chômage. Le couple a du temps pour s'occuper de sa petite fille de 5 mois, mais ne s'en sortirait jamais sans l'aide de la carte Mumbuka. Grâce à l'ensemble des aides de la mairie, nous pouvons avoir une vie décente. Recevoir des indemnités sans travailler est rare au Brésil. Les habitants de Marika passeraient même pour des privilégiés. Je ne suis pas une assistée du gouvernement. Je ne veux pas que la pandémie continue. J'ai une petite fille, j'ai une mère âgée. Je ne veux pas que la pandémie continue juste pour gagner 1045 réals. C'est dans cette petite maison à l'allure modeste que la mairie a créé en 2013 la banque Mumbuka. C'est ici que nous recevons les clients de la banque Mumbuka. Natalia Scamariella, la directrice, est fière de la réussite du projet. Aujourd'hui, un quart des 160 000 habitants de Marika sont clients et les commerces acceptant la monnaie virtuelle sont de plus en plus nombreux. Plus de 8 000 établissements enregistrés, dont 5 000 depuis le début de la pandémie. Un vrai boom pour l'économie locale. Comme les aides sont versées en monnaie locale, les commerçants ont dû s'adapter à vendre autrement. Mais ils ont continué à vendre malgré tout. La seule ville de l'État de Rio de Janeiro qui n'a pas perdu des emplois, c'est Marika, même en période de pandémie. Et ça, c'est incroyable. Vous êtes commerçant et vous voulez accepter les paiements en Mumbuka. Cette commerçante a décidé de franchir le pas. Je commence à utiliser la carte Mumbuka. Nous avons un commerce depuis 20 ans. Comme tout le monde à Marika se procure cette carte, on a décidé de s'y mettre pour pouvoir améliorer, augmenter notre revenu. Nous retrouvons Mauro, le compagnon de Luciana. Il fait tous les jours des achats avec la carte Mumbuka. Je vais payer en Mumbuka, d'accord? Merci. Son boulanger a l'habitude. À chaque transaction, 0,2% de la somme est reversée dans les caisses de la banque municipale. L'argent vient de la ville, qui le donne aux habitants. Et puis les habitants, ils le dépensent dans les commerces locaux. Et ces entreprises rendent l'argent à la ville. Donc ça fait comme un cercle de richesse. À la base, une simple monnaie virtuelle, le Mumbuka fournit aujourd'hui une allocation à 42 000 bénéficiaires. Et Marika inspire de nombreux candidats aux élections municipales qui se tiennent ce week-end au Brésil. Ouais, ça veut dire, Fanny, que cette monnaie virtuelle a vraiment été une aide précieuse pour la ville ? Oui, très précieuse parce qu'elle a eu une sorte d'effet boule de neige vertueux en fait pour lutter contre la crise économique mais aussi la crise sanitaire car les habitants de Marika peuvent aussi payer en ligne via l'application Mumbuka. Ça évite qu'ils se déplacent et donc qu'ils puissent éventuellement propager le virus ou attraper le virus et le ramener à Marika. Résultat, l'hôpital public de la ville a vu une baisse de fréquentation de ses soins intensifs de 97% entre avril et juillet 2020. Mumbuka qui a dû faire, j'imagine, beaucoup d'émules dans le pays, en fait. Beaucoup d'émules, mais surtout beaucoup d'ennemis, car les conservateurs grincent des dents, disent que ce sont des assistés sociaux, que ça fleure bon le communisme. Bon, bref, c'est une guerre idéologique qui est défendue par le président Jair Bolsonaro, qui dit en gros que les Brésiliens doivent retourner au travail, se retrousser les manches et continuer à participer à l'économie brésilienne. Et qu'importe le Covid, de toute façon, selon lui, il ne touche pas vraiment les actifs. Voilà, c'est une guerre entre gauche et droite. Et quand on voit, nous, de loin, en Europe, ce qui vous arrive avec ce retour sans doute trop brusque à la normale, eh bien ça nous fait peur car vous le savez, le Brésil a été gravement touché par le Covid et donc on a peur de commettre les mêmes erreurs. Le Mumbuka serait peut-être une solution.
Merci beaucoup, merci mille fois Fanny pour cet éclairage, ces précisions, toutes ces explications très importantes et à très bientôt évidemment. Allez, notre émission touche à sa fin. Ben oui, merci donc à nos correspondants pour ces reportages passionnants. La semaine prochaine, un thème beaucoup plus léger puisque nous parlerons télé. Ben oui, comment la télévision s'est-elle adaptée à la crise sanitaire? À quelle place occupe-t-elle la télé aujourd'hui dans les autres pays que le nôtre? Quels sont les programmes privilégiés par nos voisins en ce moment? Réponse samedi prochain. Il faut attendre une semaine. Télématin, c'est fini en effet. Mais on se retrouve quand même dès lundi à 6h30. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end.